Donc dans le dernier paragraphe, nous allons expliquer ce qu'on appelle l'écriture décimale d'un réel, c'est-à-dire l'écriture d'un réel sous la forme un entier, puis une virgule, puis une suite de chiffres, et éventuellement infini. Donc ce qu'on appelle l'écriture décimale d'un réel positif x, c'est ce type d'écriture, A0 plus 1 sur 10, plus A2 sur 10 au carré, plus A3 sur 10 au cube, etc., qu'on peut aussi écrire comme ça. A0, on met une virgule, puis ensuite on met la liste des chiffres, A1, A2, A3. Et donc les nombres AN sont des entiers entre 0 et 9. Et donc ça, c'est l'écriture que vous avez vue dans le secondaire. Ici, c'est plutôt l'écriture sous la forme d'une somme de séries, la série de termes général AN sur 10 puissance n. Donc ceci conduit naturellement à étudier des séries de termes général AN sur 10 puissance n, où les AN sont des entiers entre 0 et 9. Donc première chose qu'on peut montrer, c'est que ce type de série converge. Donc c'est simple, on a supposé que AN est entre 0 et 9. Donc AN sur 10 puissance n, c'est compris entre 0 et 9 fois 1 dixième puissance n. Or 1 dixième, c'est strictement entre 1 et moins 1, donc la série géométrique de raison 1 dixième converge. Et donc ici, par comparaison de séries à termes positifs, la série de termes général AN sur 10 puissance n est convergente. Alors ensuite, on a vu que 0,99999 avec une infinité de 9, c'est égal à 1. Donc le réel 1 a deux écritures avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc maintenant, on va préciser les choses. Donc, premier théorème, c'est le théorème 27. Donc, on prend x un réel positif. Alors, il existe une unique suite d'entiers qui sont entre 0 et 9, qui n'est pas stationnaire à 9, et tel que x égale à la somme de la série de termes général à n sur 10 puissance n. Donc, cette unique écriture de x, on appelle ça le développement décimal propre de x. Et donc, il est unique, et c'est l'écriture où on n'a pas une suite stationnaire égale à 9 à partir d'un certain rang. Donc pour 1, son développement décimal propre, c'est celui-ci. Celui-ci ne compte pas. Donc il y a unicité de cette écriture de 1, avec des chiffres après la virgule qui ne deviennent pas constants égal à 9. Alors voyons voir la démonstration de ce théorème, elle est un petit peu longue. Alors on va d'abord montrer l'existence des nombres AN. Donc pour ça, on introduit une suite Cn. C'est partie entière de 10 puissance nx. Donc quand vous multipliez par 10 puissance n, vous décalez la virgule de n chiffres vers la droite, et vous prenez la partie entière, donc vous enlevez les chiffres qui restent après la virgule. Puis vous divisez par 10 puissance n. Donc en fait, xn, c'est une approximation de x en ne gardant que n chiffres après la virgule. Et yn, vous rajoutez 1 sur 10 puissance n, c'est l'approximation par excès. Donc ça, c'est des approximations décimales d'un réel qu'on a vu dans le chapitre sur les nombres réels et les suites. Alors on pose ensuite A0 égale C0 et AN égale Cn moins 10 fois Cn moins 1. Donc première chose, on voit facilement que pour tout n, les Cn sont des entiers relatifs puisque ce sont des parties entières. Ensuite, Cn, c'est partie entière de 10 puissance nx. Donc par définition de la partie entière, on a 7 encadrements. Si on divise par 10 puissance n, on obtient ceci. Donc xn est plus petit que x, et yn est plus grand. Et si vous faites yn moins xn, bah, ça fait 1 sur 10 puissance n, donc 1 dixième puissance n. Ici, c'est une suite géométrique, comme 1 dixième est entre 1 et moins 1, ça converge vers 0. Donc la différence entre yn et xn tend vers 0. Du coup, pour montrer qu'elles convergent, on va montrer qu'elles sont adjacentes. Alors pour ça, il faut montrer qu'elles sont monotones. Donc si on repart de l'encadrement qui est ici, on multiplie par 10, on obtient 7 encadrements. Donc on a encadré ce réel entre 7 entiers et 7 entiers plus 10. Donc la partie entière de ce nombre est plus grande que cet entier, ce qui nous apprend que Cn plus 1 est plus grand que 10Cn. Et la partie entière de ce nombre plus 1 doit être inférieur ou égal à ce nombre entier. Donc on trouve 10Cn plus 10 plus grand que Cn plus 1 plus 1.
Et donc, si on recolle les morceaux, on arrive à 10Cn plus petit que Cn plus 1, plus petit que Cn plus 1 plus 1, qui est plus petit que 10Cn plus 10. En divisant par 10 puissance n plus 1, on arrive à cette inégalité. Ici, on obtient que xn est croissante, et ici, que yn est décroissante. Et on obtient aussi une information sur n plus 1. Donc, n plus 1, c'est Cn plus 1 moins 10Cn. Et donc, Cn plus 1 moins 10Cn, on voit que c'est compris entre 0 et 9. Donc, à partir de n égale 1, tous les an sont des entiers entre 0 et 9. Alors, xn est croissante et yn est décroissante. Comme la différence des deux tend vers 0, les deux suites sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite. Or, on a montré que x est compris entre xn et yn. Par prolongement des inégalités, on obtient L plus petit que x plus petit que L. Au passage, on peut rappeler que strict, ça devient inférieur ou égal à la limite. Et donc, L égale x, et donc nos suites xn et yn convergent vers x. Donc là, notre suite n, on l'a construit, et on a simplement montré qu'elle est entre 0 et 9. Il reste à montrer les deux autres points. Alors, on repart de cette inégalité. Si on soustrait 10n moins 1, on trouve que n est entre 0 et 9. Bon, on l'avait déjà dit ici, mais là, on l'a peut-être réexpliqué. Alors ensuite, donc xn, par définition, c'est cn sur 10 puissance n. Et ceci, on l'écrit comme une somme géométrique. On met au même dénominateur, on fait apparaître ak, et donc on trouve que xn, c'est la somme partielle de la série de termes générales an sur 10 puissance n. Comme xn converge vers x, cette somme partielle converge vers x. Et donc, que la série converge, on l'avait déjà dit. Là, on a montré que la somme de la série est égale à x. Donc on a montré ceci. Il reste à montrer que ce n'est pas stationnaire sur 9. Donc pas l'absurde, on suppose qu'à partir d'un certain rang, tous les an sont égaux à 9. Ce rang, on l'appelle m. Alors pour n plus grand que m, si on fait xn moins xm, eh bien par châle, ça fait la somme de m plus 1 à n, des ak sur 10 puissance k. Mais comme k est plus grand que m, ak ça vaut 9, d'après ce qu'on a supposé, donc on trouve ça. Cette somme géométrique, on la calcule, on arrange la formule, on tombe là-dessus. Et là, on passe à la limite quand petit n tend vers l'infini. Donc le m est constant, là, ceci ne bouge pas. On trouve x moins xm égale 1 sur 10 puissance m moins 0. Et donc x égale xm plus 1 sur 10 puissance m égale ym. Alors c'est absurde puisque on avait supposé que on avait montré que tous les yn sont strictement plus grands que x. C'était tout au début de la preuve. C'était ici. On avait une inégalité stricte pour tout n. Donc là, à la fin, on a obtenu qu'un terme est égal à x. Ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas possible que notre suite à n soit stationnaire égale à 9. Et ceci, donc, prouve l'existence de notre suite à n. Maintenant, il reste à prouver l'unicité. Alors, on prend une deuxième suite d'antinaturel qui vérifie les trois mêmes propriétés, et on veut montrer qu'elle est égale à an. Donc là aussi, on raisonne par l'absurde. On suppose que les deux suites ne sont pas égales. Ça veut dire qu'il existe un rang n0, tel que ici c'est an0 différent de bn0. Donc deux suites sont différentes, elles peuvent avoir des termes en commun. Il faut avoir au moins deux termes qui soient distincts. Donc on appelle m le plus petit entier pour lequel an n'est pas égal à bm. Alors ici on a a priori un ensemble infini, donc on n'est pas sûr que le minimum existe. Mais en fait, comme au rang n0, on a déjà supposé qu'ils étaient distincts, et bien notre minimum, on peut supposer que n est entre 0 et n0. Donc là, on prend le minimum d'un ensemble fini, donc on est sûr que ça existe. Alors, dire que m, c'est la plus petite indice pour lequel on a ça, ça veut dire que avant m, ça ne se produit pas, et après m, par contre, ils sont distincts. Alors, s'ils sont distincts, on a soit m qui est strictement plus petit que bm, soit m qui est strictement plus grand que bm. Alors par exemple, on va faire ce cas-là. Donc si m est plus grand que bm. Alors pour n plus grand que petit m, on soustrait nos deux sommes partielles. Donc on a dit que les premiers termes de ces sommes, elles sont égaux, donc ils disparaissent. Donc les sommes peuvent commencer à m. On sort les termes pour k égale m, et il reste les autres termes.
Alors si on fait tendre n vers l'infini, ici ça tend vers x moins x, ça tend vers 0. Ceci c'est une constante par rapport à n. Ce terme tend vers 0, donc ce terme converge vers moins cette constante. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors si on multiplie par moins 1, on obtient ce résultat. Cette somme partielle converge vers cette constante. Mais on a supposé que les AK et les BK sont entre 0 et 9, donc quand on les soustrait, c'est plus petit que 9. Donc par somme d'inégalité, la somme partielle qui est ici, je peux la majorer par la somme des 9 sur 10 puissance k, qui est égale à ça, qui est strictement plus petite que 1 sur 10 puissance m. Donc quand je passe à la limite de cette quantité est inférieure ou égale à 1 sur 10 puissance m, et la limite de cette quantité, elle est là. Donc en fait, j'obtiens que AM moins BM sur 10 puissance n est majoré par 1 sur 10 puissance m. Mais AM et BM, c'est des entiers naturels, tels que AM est strictement plus grand que BM. Donc comme c'est des entiers, la différence est plus grande que 1. Donc c'est aussi plus grand que 1 sur 10 puissance m, donc c'est égal. Et donc AM, c'est BM plus 1. Donc c'est-à-dire que l'endroit où les deux écritures décimales de x commencent à être distinctes, eh ben, il y a juste une différence de 1 entre les deux décimales. Alors, mais si on le réinjecte au départ, on obtient que la somme de m plus 1 plus l'infini des bk moins k sur 10 puissance k, ça fait 1 sur 10 puissance m, puisque c'est égal à ça. Et 1 sur 10 puissance m, par calcul de somme de série géométrique, c'est aussi égal à cette somme. Donc ces deux sommes de série sont égales. Si on les soustrait, on obtient que cette somme de série est nulle. Mais ici, ce sont des nombres positifs. Donc on a des sommes partielles qui sont positives et qui forment une suite croissante et qui convergent vers 0. Ce n'est possible que si les sommes partielles sont constantes égales à 0. Donc on obtient que ceci est nul pour tout n plus grand que m. Et donc comme c'était des entiers entre 0 et 9, si la soustraction est égale à 9, c'est que Bn vaut 9, ici c'est Bn et An vaut 0. Et donc on a trouvé que Bn est stationnaire sur 9 à partir d'un certain rang, ce qui est absurde. Donc là on a prouvé l'unicité du développement décimal propre. Donc par exemple pour un tiers, on sait que c'est 0,33333. Alors ensuite, il y a un cas particulier, c'est les réels dont la suite à n stationne à 0 à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'on a des chiffres après la virgule. Alors ici, il y a une erreur, ça commence à A0, virgule, A1, A2, etc. Et ici, pareil, ça commence à A0 ici, A1. Eh bien, quand il n'y a que des zéros à la fin, en retranchant 1 à la dernière décimale non nulle, on peut mettre que des 9. Un peu comme on l'a vu pour ici. Alors ça donne un deuxième développement décimal qu'on appelle le développement décimal impropre, qui se termine par une suite infinie de 9. Alors pour quel nombre on peut faire ça? C'est les nombres pour lesquels on a un développement décimal propre qui se termine par que des zéros. Ça s'appelle les nombres décimaux, c'est-à-dire il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, on peut l'écrire 0, 1, 2, 3, 4. Le 5, on descend de 1, ça devient 4, puis on met une infinité de 9. Donc là, c'est le développement décimal propre, et là, c'est le développement décimal impropre. Alors, on a un résultat amusant, c'est que les développements décimaux permettent de caractériser les rationnels. En effet, les rationnels sont exactement ceux dont le développement décimal est périodique à partir d'un certain rang. Donc, voyons la preuve. Si on prend un rationnel, alors on peut l'écrire P sur Q. Donc pour calculer son développement décimal, on pose la division de P par Q qu'on continue au-delà de la virgule. Donc on divise P par Q comme ça, puis on met des virgules. Alors à chaque étape, le reste, on le prend entre 0 et Q-1. Et puis le reste, on le redivise par Q. Alors, combien de restes différents on peut avoir? Il y en a Q. Donc au bout de Q étapes maximum, on va retomber sur un reste qu'on a déjà utilisé avant. Et donc on va refaire des divisions qu'on a déjà faites. Et donc là, il y a une périodicité qui s'installe. Donc si le nombre est rationnel, le développement va être périodique à partir d'un certain.
Alors ce rang, c'est le moment où vous retombez sur le même reste qu'avant. Donc il y a au maximum Q chiffres après la virgule qui ne sont pas périodiques, et puis après ça devient périodique. Alors réciproquement, si on suppose qu'on a une écriture périodique comme ça, donc au départ on a des chiffres, et puis là ça devient périodique. On a alpha 1, alpha p, alpha 1, alpha p. On va essayer de supprimer tout ça devant, avec des petites astuces. Donc on sait que A0 c'est la partie entière de x, et on sait que x est rationnel si et seulement si x moins sa partie entière est rationnelle, puisqu'ici on a retranché un entier. Donc en fait on peut supposer que A0 est nul. Ensuite la partie qui est là, c'est partie entière de 10 puissance mx, qui est un entier. Et on sait que x est rationnel si et seulement si x moins partie entière de 10 puissance mx est rationnel. En fait on peut supposer que x s'écrit sous cette forme. Voilà. Comme ça c'est périodique dès le début. Donc là, on multiplie par 10 puissance p, on obtient ça. Donc ça décale la virgule de p chiffres. Et donc ça fait 7 entiers plus 0, tout ça, c'est-à-dire x. Donc si cet entier on l'appelle grand N, on a trouvé que x c'était n sur 10 puissance p moins 1. C'est bien rationnel. Voilà. Alors on peut mettre ceci en forme sur un exemple. Si je vous donne cette écriture décimale, c'est périodique ici, il n'y a que des 15. On peut essayer d'écrire sous forme de fraction. Donc, on se débarrasse du 314 en écrivant que x, c'est 314 plus y divisé par 100, où y, c'est ce nombre dont l'écriture est périodique dès le début. Alors, 100y, ça fait 15 plus y. Donc, on trouve que y, c'est 15 sur 99, donc 5 33e. On réinjecte, pour x, on trouve 10 337 sur 3300. Donc, c'est bien un nombre rationnel. Et c'est une approximation de pi, puisque 3, 14, 15, on sait que c'est l'approximation par défaut de pi, avec 4 chiffres après la virgule. Donc on peut prendre cette fraction. Alors, les développements décimaux, donc ça va démontrer des choses très fines sur l'ensemble des réels. Donc, notamment un mathématicien qui s'appelle Cantor a trouvé un argument pour prouver que R n'est pas dénombrable. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de bijection de l'ensemble des antinaturels n vers l'ensemble des réels R. Ça veut dire qu'on ne peut pas numéroter les réels avec des nombres entiers, parce qu'il y a trop de nombres réels. Donc ça s'appelle l'argument de la diagonale de Cantor. Donc on prend f, une application de n vers R, et on va montrer qu'elle ne peut pas être bijective. Donc il n'existera pas de bijection de n dans R, et donc R ne sera pas dénombrable. Alors par définition, l'image de n directe par f, c'est l'ensemble des f de n, tel que n parcourt les entiers naturels. C'est un sous-ensemble de R. Donc ce n'est égal que si la fonction est surjective. Donc ici f de n, pour n fixé, c'est un nombre réel. Alors pour tout n, on pose an qui vaut 1 si la nème décimale de f de n est 0, et n qui vaut 0 si la nème décimale de n, f de n est non nulle. Et ensuite, donc, on pose x, ce nombre réel, défini par son écriture décimale. Donc ce qu'on voit, c'est que pour tout n, x n'est pas égal à f de n. En effet, si on regarde la nème décimale de x, c'est an. Et à chaque fois, an, on l'a choisi différent de la nème décimale de f de n. Parce qu'ici, an vaut 1 et la nème décimale, c'est 0, donc elles ne sont pas égales. Ici, an vaut 0. Et là, la nème décimale est non nulle. Donc x n'est jamais égal à f de n. Donc x est un réel qui n'appartient pas à l'image directe de n par f. Et donc f de n est strictement inclus dans R, c'est-à-dire que cette fonction n'est pas surjective. Donc il n'existe pas de surjection de n dans R, donc il n'existe pas de bijection de n dans R. Et donc on a montré que R n'est pas dénombrable.